Total War Warhammer n'est pas qu'une affaire de combat. Pour être victorieux, il vous faudra déployer autant de compétences de gestionnaire que de stratège. Vous devez administrer votre territoire avec beaucoup de subtilité afin de conserver une avance confortable sur vos rivaux et vos voisins, tant sur le plan économique que militaire. Comment fonctionnent les rouages de base de la gestion de ce jeu, c'est ce qu'on va voir dans ce second guide de Total War Warhammer. On peut le dire sans retenue, Total War Warhammer diffère fortement de ses semblables sur l'aspect gestion. Cet opus propose une mécanique de campagne beaucoup plus soutenue avec des combats plus réguliers et des guerres permanentes, mais ce qui ne laisse forcément que peu de place à la gestion. Celle-ci demeure tout de même une importante composante du jeu et la délaisser sera certainement synonyme de défaite à plus ou moins long terme. Dans ce jeu, le vieux monde de Warhammer est découpé en provinces, chacune d'elles étant divisée en régions. Une province pouvant compter entre 3 et 4 régions. Plus rarement, il se peut que certaines provinces n'en comptent que 2. Chaque région est administrée par une petite ville, dont l'une d'elles est la capitale provinciale. Cette dernière se remarque tout d'abord par la présence de fortifications qui sont systématiquement présentes. Une ville fortifiée est entourée d'une muraille, ce qui lui offre un grand pouvoir de défense. Toutes les villes d'une même province sont soumises aux mêmes conditions, ce qui implique que les bonus apportés par la construction d'un bâtiment dans une ville seront toujours appliqués à l'ensemble de la province. Cette fonctionnalité s'applique y compris si vous ne possédez pas toutes les régions d'une province et même si les régions sous votre contrôle ne se touchent pas, elles seront tout de même connectées. Et lorsque vous contrôlez toutes les régions d'une même province, vous pouvez alors bénéficier d'un bonus supplémentaire que vous pouvez appliquer à la province en question. Ces bonus sont de différentes sortes et varient en fonction de la faction jouée. Dans de rares cas, certains bâtiments peuvent également apporter de précieux avantages qui s'appliqueront à l'ensemble de votre territoire. Cette précision sera systématiquement faite dans le descriptif du bâtiment. Si ce n'est pas le cas, son effet ne s'appliquera qu'à la province dans laquelle il se trouve. En cliquant sur n'importe laquelle de vos villes, vous aurez accès à divers paramètres qui vous indiqueront l'état de votre province, le niveau d'ordre public, le niveau de corruption, ainsi que les revenus que votre province génère à chaque tour. On va maintenant voir l'ensemble de ces mécaniques dans le détail. L'ordre public indique le niveau de satisfaction de votre population. S'il atteint 100, le bonheur de vos citoyens est à son apogée. S'il descend jusqu'à moins 100, c'est la révolte. Dans ce cas, les insurgés se regrouperont près de l'une de vos villes. Si la capitale de la province est sous votre contrôle, cette rébellion naîtra systématiquement à côté de cette dernière. Les insurgés formeront une armée qui grandira au fil du temps, et si vous ne faites rien, ils viendront un beau jour réclamer la tête du dirigeant local. En revanche, que l'ordre public soit de moins 99 ou de 100, rien ne change pour vous. Votre population vous laissera tranquillement gouverner et vos revenus demeureront inchangés. En matière d'ordre public, une seule chose importe donc, ne pas atteindre le chiffre fatidique de moins 100. L'ordre public dépend de nombreux facteurs dont le détail peut être observé ici. Parmi ces facteurs, le niveau de corruption figure en bonne place. Qu'elle soit le fruit des forces du chaos ou des vampires, elle sera votre principal problème. Chaque faction évolue dans un milieu précis, corrompu ou non. La plupart des factions ont besoin d'un environnement sain pour s'épanouir. L'Empire, la Bretonnie, les nains, même les orques ont besoin d'une atmosphère non corrompue pour vivre. Pour ces races, le taux de corruption doit être de 0 pour que tout se passe bien. Les vampires, quant à eux, gouvernent leur terre en y répandant la corruption vampirique, ce qui leur apporte puissance et obéissance. Pour finir, les forces du chaos telles que les hommes bêtes ou les tribus nordiques ne vivent que pour insuffler au monde l'immonde corruption chaotique. En fonction de ces affinités, l'ordre public de chaque faction sera affecté par le taux de corruption. En positif si cela correspond à ses besoins, en négatif s'il s'agit d'une corruption hostile. La corruption d'une province influence également les rébellions qui verraient le jour sur son territoire. Un territoire souillé par les vampires dont l'ordre public atteint moins 100 verra se lever une armée de morts-vivants en guise de révolte. Même chose pour les forces du chaos. C'est un paramètre important car il influencera le comportement de votre rébellion. Par exemple, si vous jouez l'Empire et qu'une rébellion éclate dans une province non corrompue, les rangs de vos opposants seront constitués d'hommes dont l'allégeance ira simplement à une autre sous-faction que l'Empire. Même chose pour les orques dont les rébellions seront constituées de tribus adverses. Dans ce cas de figure, la rébellion attaquera vos villes non pas pour les détruire, mais pour s'y installer, éventuellement pour la piller.
ce qui n'est pas un énorme problème pour vous, étant donné que vous pourrez donc récupérer la cité, certes en moins bon état, mais avec plusieurs bâtiments encore debout. A l'inverse, si cette même rébellion fait naître une armée de serviteurs du chaos, ceux-ci seront sans pitié et ne laisseront derrière eux qu'un tas de ruines, qu'il faudra rebâtir à partir de rien. Cela est également vrai pour les rébellions vampires qui naîtraient sur un territoire contrôlé par les nains et les orques. Dans ce cas de figure, étant donné que les vampires ne peuvent pas coloniser les villes tenues normalement par les nains ou les orques, ils vont également raser la cité. Et ce n'est pas tout. Si votre territoire est souillé par une corruption hostile, vos troupes seront décimées progressivement par leur simple présence sur ces terres. Ce mécanisme et les parades pour y faire face seront détaillés dans un prochain guide. Pour prospérer, votre domaine a besoin de produire de la richesse. Celle-ci peut être obtenue de plusieurs façons, mais on va ici se concentrer sur les provinces, les bâtiments et leurs effets. Chaque ville abrite un certain nombre de citoyens. Ces citoyens payent une taxe à chaque tour. Au fur et à mesure que votre ville grandira, votre population sera de plus en plus grande et vous percevrez donc de plus en plus de taxes. Assurez-vous donc une croissance rapide et constante si vous souhaitez prendre de l'avance sur vos rivaux. D'autres bâtiments peuvent produire des richesses. Pour le savoir, il suffit de consulter la bulle d'information des bâtiments qui vous en donnera tous les détails. Venons-en maintenant aux bâtiments en eux-mêmes. Chaque colonie peut en accueillir un maximum de 4, alors que les capitales de province peuvent en compter 6. Ces chiffres sont légèrement tronqués puisqu'un emplacement est exclusivement réservé à la ville en elle-même, et c'est d'ailleurs lui qui détermine le niveau de votre cité. Tant qu'on parle de niveau, plus communément appelé tiers, les colonies peuvent progresser jusqu'au tiers 3, alors que les capitales de province peuvent aller jusqu'au tiers 5. Les bâtiments que vous pouvez construire dépendent eux aussi de ce système de tiers. Certains peuvent être construits au tiers 1 et ensuite progresser jusqu'au tiers 5, d'autres ne peuvent être construits que bien plus tard et parfois ne possèdent qu'une seule version. Pour évoluer, une ville a besoin de points de surplus de population, qui sont indiqués ici. Ces points représentent l'ensemble de la population excédentaire de toute votre province. Si vous en consommez un pour faire évoluer une ville, il ne sera donc plus possible pour en faire évoluer une seconde dans la même province. Il vous faudra donc attendre d'obtenir de nouveaux points de surplus pour pouvoir les dépenser à nouveau dans la province et faire évoluer une autre ville. Pour acquérir ces points, il faut que votre province rencontre une certaine croissance. Celle-ci est visible ici. Et vous pouvez voir combien de tours sont encore nécessaires avant d'obtenir le prochain point. Plusieurs bâtiments et d'autres compétences peuvent augmenter la vitesse de croissance de vos villes, ce qui peut être très utile quand vous venez de conquérir une nouvelle province et que vous voulez la faire progresser très vite pour pouvoir étendre votre empire le plus vite possible. Étant donné que le nombre d'emplacements de construction dans une province sont très limités, il faut choisir ces bâtiments avec soin. Pour commencer, je vous conseille d'utiliser l'onglet de gestion de bâtiments, qui vous permet d'un simple coup d'œil de voir toutes les possibilités de construction dans chaque ville de votre province. Grâce à ce panneau de contrôle, vous pourrez éviter certaines erreurs, comme par exemple le fait de construire des bâtiments qui ne peuvent pas évoluer au-delà du tiers 3 dans une capitale de province qui, elle, peut monter jusqu'au tiers 5. En effet, vous aurez besoin de tous les emplacements de votre province pour pouvoir y construire les bâtiments qui se trouvent au-delà du tiers 3 ou qui peuvent évoluer au-delà du tiers 3. Idéalement, il faut donc utiliser ces villes pour construire tous les bâtiments de tiers 3 maximum et installer dans votre capitale les bâtiments qui vont au-delà. Les bâtiments sont répartis en 4 catégories. On retrouve d'abord les bâtiments militaires qui permettent le recrutement de troupes de combat, les bâtiments de soutien qui permettent d'améliorer l'équipement de vos troupes ou de débloquer le recrutement de troupes de soutien, les bâtiments qui ont trait à l'économie et la croissance, qui génèrent de la richesse, augmentent la vitesse de croissance et offrent des bonus supplémentaires comme la possibilité pour vos troupes de se reconstituer plus vite ou encore donner des bonus d'ordre public. Enfin viennent les bâtiments de défense qui augmentent la taille et la qualité de la garnison et qui permettent la construction d'une muraille dans les villes qui en sont dépourvues par défaut. Toutes les villes et les capitales de province ne sont pas similaires, certaines disposent de capacités particulières qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Les emplacements stratégiques sont représentés sur la carte par ce symbole. La plupart du temps, il indique la possibilité de construire un bâtiment unique qui donnera accès à de nouvelles possibilités qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Un précieux atout pour votre campagne dont vous devrez tenir compte lors de vos projets de conquête. Voilà qui clôture ce second épisode de ce guide, un épisode très basique qui ne profitera sans doute qu'aux plus novices d'entre vous, mais il faut bien poser les bases avant d'aller plus loin. Comme je l'ai dit dans le premier épisode, les sujets vont se complexifier au fur et à mesure, soyez patients. N'hésitez pas à partager ce guide sur des forums, Facebook ou autres, bref, là où des débutants pourraient se trouver pour que ce guide soit le plus utile possible. A bientôt pour le prochain épisode, et d'ici là, bon jeu!